Tu as déjà ressenti ce poids invisible qui t'empêche d'avancer, ce besoin compulsif de chercher l'approbation des autres avant de t'autoriser à exister pleinement. Cette quête effrénée de validation extérieure finit toujours par vider notre énergie, nous éloignant de l'essentiel, notre propre transformation. Dans cette vidéo, on va plonger au cœur d'un voyage intime, avec une méthode stoïcienne puissante qui va te pousser à cultiver ta force intérieure et à changer ta vie profondément. Imagine un instant pouvoir prendre le contrôle absolu de ta vie, non pas en domptant le monde extérieur, ce qui est hors de ta portée, mais en maîtrisant ce micro-instant crucial, ce micro-souffle avant l'impulsion, ce moment où choisir consciemment devient ta plus grande arme. Chaque geste, chaque pensée alignée sur cette discipline mentale forge ton caractère. Ici, on ne parle pas de miracle, mais de progrès quotidien, de cette mentalité de 1% qui te pousse à agir sur ce que tu peux contrôler, à semer chaque jour de petites actions qui, accumulées, bouleversent une existence entière. Ce chemin demande persévérance, car c'est dans l'échec et les erreurs, loin d'en être des ennemis, que tu trouveras les plus grandes occasions d'affiner ta sagesse et ton courage. Et tandis que le monde hurle pour te comparer, te diminuer ou te faire courir la mauvaise course, tu apprendras à protéger ton énergie, à ne pas te laisser distraire par le perfectionnisme paralysant, mais à avancer, à grandir, pas à pas, en respectant ton propre rythme. Ce récit stoïcien ne t'incite pas seulement à changer, il te propulse à réinventer ta manière de vivre, plus authentique, plus libre, plus aligné avec tes valeurs profondes, hors de la caverne des illusions sociales. À la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais ta vie avec les mêmes yeux. Tu comprendras que la véritable puissance ne vient pas du regard des autres, mais de l'absolu engagement envers toi-même. Prêt à investir en toi, cultiver ta force et changer tout ce qui jusque-là semblait immuable? Alors reste avec moi, car ce voyage intérieur va bien au-delà des conseils habituels. C'est une révolution silencieuse, un retour à l'essentiel, une renaissance stoïcienne. Liste des thèmes abordés dans la vidéo. 1. La quête illusoire de la validation extérieure. 2. Le pouvoir décisif du microsecondo. Choisir consciemment. 3. Discipline mentale et renforcement de l'âme. 4. La mentalité du 1%, l'impact des petites actions quotidiennes. 5. Persévérance. Transformer erreurs et échecs en leçons. 6. Protection de l'énergie contre les influences négatives. 7. Courir sa propre course, rejeter la comparaison toxique. 8. Briser le perfectionnisme pour avancer progressivement. 9. Vivre selon ses valeurs authentiques, loin des attentes sociales. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Votre soutien permet à cette sagesse de se diffuser. Nous avons effleuré cette idée que la véritable transformation naît de l'intérieur, loin des regards et des jugements. Plongeons maintenant plus profondément dans ce qui nous aliène le plus et comment le stoïcisme nous invite à briser ces chaînes. La quête illusoire de la validation extérieure. Souvenez-vous de cette quête effrénée d'approbation, de cette faim insatiable qui nous pousse à nous conformer, à plaire, à ajuster notre existence aux attentes d'autrui. C'est un piège insidieux, tissé avec les fils de l'illusion sociale, où notre valeur personnelle est conditionnée par un baromètre externe, capricieux et souvent impitoyable. Dans le monde moderne, cela se manifeste de 1000 manières. Le nombre de likes sur une publication, l'écho flatteur d'un commentaire sur notre apparence ou nos réalisations, la promotion tant convoitée qui nous confère un statut aux yeux de la société, ou même le simple hochement de tête approbateur de nos proches. Chaque fois que nous laissons notre estime de soi dépendre de ces signaux éphémères, nous nous plaçons
en position de vulnérabilité. Les stoïciens, bien avant l'ère numérique, avaient déjà identifié ce mal. Ils nous enseignaient la dichotomie du contrôle. Distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Or, l'opinion d'autrui, leur approbation, leur jugement sont par essence des choses externes, hors de notre pouvoir direct. Chercher à les contrôler est une source inépuisable de frustration et d'angoisse. Combien de temps, d'énergie mentale et émotionnelle avons-nous gaspillé à essayer de modeler notre image pour correspondre à des idéaux qui ne sont même pas les nôtres? Combien de décisions importantes avons-nous reportées ou sabotées par peur du jugement, par peur de ne pas être à la hauteur d'un standard imaginaire? Cette validation extérieure est une chimère car elle est instable par nature. Ce qui plaît aujourd'hui peut déplaire demain. La mode, les conventions sociales, les préférences individuelles, tout est flux et transformation. Se bâtir sur un terrain aussi mou, c'est s'exposer à des effondrements constants. Le stoïcisme nous invite à débrancher cette dépendance. Il nous encourage à cultiver une auto-évaluation basée sur nos propres vertus. La sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Suis-je en accord avec mes principes? Agis-je avec intégrité? Est-ce que mes actions reflètent la personne que je souhaite être? Voilà les seules questions qui importent véritablement. C'est un chemin difficile, car nous sommes conditionnés dès le plus jeune âge à chercher l'approbation. Le système scolaire, le monde professionnel, les médias sociaux, tous renforcent cette dynamique. Mais c'est précisément en reconnaissant son caractère illusoire et coûteux que nous pouvons commencer à nous en libérer. En détournant notre attention de ce que les autres pensent de nous, pour la rediriger vers ce que nous pensons de nous-mêmes et de nos actions en regard de nos valeurs, nous reprenons un pouvoir immense. Cette liberté retrouvée est le premier pas vers une autonomie profonde, un réalignement avec notre moi authentique. C'est choisir d'être l'architecte de son propre temple intérieur, plutôt que de laisser le vent des opinions extérieures en dicter la structure. Et ce temple, une fois solidifié, devient une forteresse inexpugnable, capable de résister aux tempêtes du monde. Le pouvoir décisif du micro-souffle. Choisir consciemment. Nous avons évoqué ce micro-souffle crucial, ce micro-instant entre le stimulus et notre réponse. C'est là que réside la véritable souveraineté de l'être humain, la pierre angulaire de toute discipline stoïcienne. Dans un monde qui va à 1000 à l'heure, où les notifications pullulent, les sollicitations incessent et nos émotions sont constamment mises à l'épreuve, ce micro-souffle est plus précieux que jamais. Il est le point de pivot de notre libre arbitre, l'endroit où nous pouvons choisir de ne pas être de simples automates réactifs, mais des agents conscients de notre propre destinée. Imaginez une situation quotidienne. Un collègue vous fait une remarque désobligeante. Un imprévu chamboule vos plans. Ou vous êtes confronté à une tentation, un achat impulsif, une distraction numérique. La réaction instinctive est souvent la colère, la frustration, la tristesse ou l'assouvissement immédiat. Mais entre cette impulsion initiale et l'action qui s'ensuit, il y a ce laps de temps minuscule, cette respiration imperceptible, ce micro-souffle. C'est durant ce moment fugace que nous avons la capacité, si nous la cultivons, de faire une pause. Une pause non pas pour ignorer l'émotion, mais pour l'observer, la nommer, et décider de la manière la plus rationnelle et vertueuse d'y répondre. Épictète nous rappelait que ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. Ce micro-souffle est l'espace où nous challengeons cette interprétation. Est-ce que cette remarque est réellement une attaque personnelle, ou peut-elle être perçue comme un signe de la frustration de l'autre? Est-ce que cet imprévu est un désastre insurmontable, ou une simple modification de parcours qui requiert une adaptation? En posant ces questions, nous déconstruisons la réaction émotionnelle primaire pour y substituer une réponse réfléchie.
Comment maîtriser ce micro-souffle? C'est une pratique constante. Cela commence par la pleine conscience. Être présent à l'instant, vigilant à nos pensées et à nos ressentis. Quand une émotion forte surgit, plutôt que de la laisser nous emporter, nous apprenons à prendre une profonde inspiration, à nous ancrer dans le présent. Cela peut sembler simpliste, mais c'est un acte de résistance puissant. En faisant cela, nous créons délibérément un espace de clarté dans le tumulte. Ensuite, nous appliquons notre raison. Quelle est la meilleure action ici? Celle qui est alignée avec mes valeurs. Est-ce que céder à la colère améliorera la situation? Est-ce que cette gratification instantanée me rapproche de mes objectifs à long terme? Chaque fois que nous saisissons ce micro-souffle et que nous faisons un choix conscient et reflétant, nous renforçons notre caractère. Nous passons d'une existence subie, où nous sommes à la merci des événements et de nos impulsions, à une existence choisie, où nous sommes le capitaine de notre âme. C'est une affirmation quotidienne de notre liberté intérieure. Un rappel constant que si nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons toujours contrôler comment nous y répondons. Ce pouvoir, souvent sous-estimé, car invisible, est en réalité le moteur de notre transformation la plus profonde. En maîtrisant ce moment décisif, nous ne faisons pas que réagir au monde. Nous le modelons brique par brique, par la force de notre volonté éclairée. Discipline mentale et renforcement de l'âme. Cette facette essentielle de la discipline mentale que les stoïciens considéraient comme le pilier d'une vie vertueuse. La discipline mentale, loin d'être une contrainte austère, est une libération. Elle consiste à entraîner notre esprit à fonctionner de manière optimale, à penser clairement, à raisonner avec logique et à rester serein face à l'adversité. C'est le renforcement de notre âme, de notre hégémonicon, notre partie dirigeante, le siège de notre raison et de notre jugement. Dans notre époque saturée d'informations et de distractions, notre esprit est constamment sollicité, fragmenté, parfois même manipulé. La discipline mentale stoïcienne est un antidote à ce chaos. Elle nous apprend à diriger notre attention, à ne pas nous laisser emporter par des pensées inutiles, des ruminations anxiogènes ou des jugements hâtifs. C'est une hygiène de l'esprit, une pratique quotidienne pour cultiver la lucidité et la paix intérieure. Comment cela se traduit-il concrètement? Premièrement, par la pratique de l'examen de conscience. Chaque soir, Marc Aurèle, l'empereur philosophe, passait en revue sa journée, non pas pour se flageller, mais pour analyser ses actions, ses jugements et ses réactions. Avait-il agi avec sagesse, courage, justice, tempérance, ou aurait-il pu faire mieux? Ce rituel n'est pas une autocritique punitive, mais un apprentissage continu, une opportunité de raffiner notre boussole morale et de s'améliorer progressivement. C'est comme un entraînement sportif pour l'esprit. On évalue sa performance, on identifie les points faibles, et on ajuste sa stratégie pour la prochaine séance. Deuxièmement, par la préméditatio malorum, la préméditation des mots. Il ne s'agit pas de cultiver la négativité, mais de se préparer mentalement aux défis et aux revers inévitables de la vie. En anticipant les difficultés, la perte, la maladie, l'échec, nous nous armons émotionnellement. Lorsque l'adversité frappe, nous ne sommes pas pris au dépourvu. Nous avons déjà envisagé la possibilité, et notre esprit est mieux préparé à y faire face avec calme et résilience. Cette pratique renforce notre capacité à accepter ce qui ne dépend pas de nous et à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, notre attitude et nos actions. Troisièmement, par la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Cette clarté intellectuelle est la fondation de la tranquillité d'esprit. Trop souvent, nous nous inquiétons pour des choses qui sont totalement hors de notre portée. La météo, l'opinion d'autrui,
le passé, le futur lointain. La discipline mentale nous enseigne à identifier ces préoccupations stériles et à les écarter pour diriger notre énergie vers notre sphère d'influence, nos jugements, nos intentions, nos désirs, nos actions. Le renforcement de l'âme par cette discipline ne nous rend pas insensibles, mais invulnérables aux tempêtes émotionnelles. Nous développons une sorte de citadelle intérieure, comme l'appelait Marc Aurèle, un espace en nous où règne la raison et la sérénité, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Cette citadelle n'est pas un refuge pour fuir le monde, mais un poste d'observation stable d'où nous pouvons agir plus efficacement et avec plus de discernement. C'est en cultivant cette force intérieure que nous transformons notre capacité à rêver en une capacité à incarner ses rêves, non pas par des miracles, mais par une action intentionnelle et soutenue. C'est la promesse d'une paix profonde, d'une liberté véritable, celle de ne dépendre de rien d'autre que de sa propre excellence morale. La mentalité du 1%, l'impact des petites actions quotidiennes. Après avoir posé les fondations de la discipline mentale, parlons de la mentalité du 1%. Ce n'est pas une métaphore de la richesse, mais une philosophie de l'amélioration continue. Une approche stoïcienne de l'action qui reconnaît la puissance extraordinaire des petits pas. L'idée est simple. Chercher à s'améliorer de seulement 1% chaque jour, dans un domaine ou un autre, dans une action ou une pensée, plutôt que d'attendre l'opportunité d'un grand bouleversement. Cette mentalité nous libère du poids du perfectionnisme paralysant et de la pression des objectifs démesurés, nous invitant à embrasser le pouvoir de la constance. Dans notre société obsédée par les résultats spectaculaires et les changements radicaux, il est facile de sous-estimer l'effet cumulatif de l'infime. Pourtant, l'histoire et la psychologie nous montrent que ce sont les habitudes régulières, les efforts constants, aussi minimes soient-ils, qui sculptent les destins. Un athlète ne devient pas champion du jour au lendemain. Il s'entraîne chaque jour, améliorant sa technique, sa force ou son endurance d'une fraction. Un écrivain ne produit pas un chef-d'œuvre en une seule nuit. Il écrit quelques pages, quelques phrases, chaque jour. Le stoïcisme nous rappelle que la vertu n'est pas un état figé, mais une pratique, un entraînement continu. Appliquer la mentalité du 1% signifie concrètement se concentrer sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui, dans l'instant présent. Plutôt que de vous dire « je dois changer toute ma vie », demandez-vous « quelle est la petite action que je peux entreprendre aujourd'hui pour être 1% meilleur que hier ?» Cela pourrait être lire une page d'un livre édifiant, passer 5 minutes à méditer, ranger un petit coin de votre maison, envoyer un message de gratitude à quelqu'un, ou simplement prendre une minute pour choisir consciemment votre réponse à une situation frustrante. L'impact de ces petites actions est souvent invisible au début, mais il se compose de manière exponentielle. Imaginez améliorer 1% chaque jour. Au bout d'un an, vous seriez 37 fois meilleur. 1.01365, approximativement 37. 7. Inversement, régresser de 1% chaque jour vous ramènerait presque à 0. 0,99 fois 365, près de 0. C'est la puissance des intérêts composés appliquée à votre développement personnel et moral. C'est ce que les stoïciens appelaient le progrès, procopé, un cheminement jamais achevé, toujours en devenir. Cette approche stoïcienne est profondément pragmatique. Elle reconnaît que la vie est une série d'instants, et que la maîtrise de ces instants est la clé de la maîtrise de l'existence. Elle nous encourage à semer de petites graines chaque jour, sachant que la récolte sera proportionnelle non pas à la taille des graines, mais à la constance et à la persévérance de leurs semences. Elle déplace notre focus de l'objectif final écrasant vers le processus d'amélioration, rendant le chemin lui-même gratifiant. C'est en faisant cela que nous construisons une discipline incassable, que nous solidifions notre caractère et que nous transformons nos rêves en réalité tangible, une petite action vertueuse à la fois.
Le miracle n'est pas dans le saut quantique, mais dans la persévérance silencieuse des micro-changements. Persévérance, transformer erreur et échec en leçon. Le chemin de l'amélioration, pavé de petites actions, n'est pas une ligne droite ascendante. Il est parsemé de virages, de pentes abruptes et inévitablement de chutes. La persévérance, dans la vision stoïcienne, n'est pas une simple endurance passive, mais une capacité active à transformer chaque erreur et chaque échec en un matériau d'apprentissage précieux. Les stoïciens ne voyaient pas l'échec comme un ennemi à éviter à tout prix, mais comme un enseignant rigoureux, un catalyseur de sagesse et de courage. Dans le monde moderne, nous sommes souvent conditionnés à craindre l'échec. On nous enseigne à le cacher, à le nier, à le voir comme une marque d'infamie. Pourtant, cette peur paralyse l'action et étouffe la créativité. Si vous aspirez à grandir, à vous investir en vous-même, vous devez accepter que les erreurs font partie intégrante du processus. Elles ne sont pas des preuves de votre incapacité, mais des retours d'informations essentiels, des signaux qui indiquent où ajuster votre trajectoire. Le stoïcisme nous invite à adopter une attitude radicalement différente face au revers. Pensez à l'idée d'amor fati, l'amour du destin. Il ne s'agit pas de fatalisme passif, mais d'une acceptation active de tout ce qui arrive, non seulement comme inévitable, mais comme nécessaire à notre développement. Quand un projet échoue, quand une relation se brise, quand nous faisons une faute, l'approche stoïcienne est de ne pas s'apitoyer, de ne pas se blâmer excessivement, mais de se poser des questions constructives. Qu'est-ce que j'ai appris de cette situation? Quelle est la leçon cachée? Comment puis-je utiliser cet échec pour me renforcer? Marc Aurèle, confronté aux guerres, aux trahisons et aux épidémies, écrivait « Ce qui fait obstacle à l'action devient l'action. Ce qui se met en travers de notre chemin ouvre le chemin. » C'est l'essence même de la persévérance stoïcienne. Ne pas se laisser définir par l'obstacle, mais le transcender en le transformant en opportunité. Si vous rencontrez une résistance, plutôt que de reculer, demandez-vous comment cette résistance peut devenir votre levier. Une critique peut être une occasion d'améliorer votre travail. Un refus peut vous pousser à explorer de nouvelles voies. Une difficulté peut révéler une force intérieure que vous ignoriez. Cette attitude développe une véritable antifragilité. Un concept où non seulement vous résistez au choc, mais vous devenez plus fort grâce à eux. Chaque échec devient une opportunité d'affiner votre jugement, d'aiguiser votre sagesse pratique, phronésis, et de renforcer votre courage. Andrea. La persévérance stoïcienne n'est pas de s'accrocher aveuglément à un objectif, mais de s'accrocher à l'idéal de l'amélioration, quoi qu'il arrive. C'est l'engagement à toujours faire de son mieux avec les circonstances présentes, à apprendre sans cesse et à ne jamais abandonner la quête de la vertu et de la connaissance de soi. Ainsi, chaque pas trébuchant n'est pas une défaite, mais un mouvement en avant, un affinement de l'âme sur le chemin de la sagesse. Protection de l'énergie contre les influences négatives. Dans un monde hyper connecté où les informations, les opinions et les sollicitations s'entrechoquent à chaque instant, notre énergie, qu'elle soit mentale, émotionnelle ou physique, est une ressource précieuse et limitée. Les stoïciens, bien qu'étrangers à nos technologies, comprenaient l'importance de protéger son esprit des perturbations extérieures. Ils nous invitaient à bâtir une citadelle intérieure, un sanctuaire où la raison règne en maître, à l'abri des influences négatives qui cherchent à s'immiscer et à nous détourner de notre chemin. Aujourd'hui, les influences négatives prennent de multiples visages. Ce peut être le flot incessant d'actualités anxiogènes qui alimentent la peur et le désespoir, les discussions stériles sur les réseaux sociaux qui drainent notre attention et notre patience, les personnes toxiques qui se nourrissent de notre énergie en nous critiquant, en se plaignant constamment,
ou en semant le doute. Chaque fois que nous nous laissons envahir par ces éléments, nous dilapidons notre capital le plus précieux, celui qui nous permet de penser, d'agir et de créer avec intention. La protection de notre énergie commence par une vigilance accrue. Il s'agit de devenir un gardien de notre esprit, de filtrer ce que nous laissons entrer. Pensez-y comme à un jardin. Vous ne laisseriez pas des mauvaises herbes proliférer et étouffer vos plantations sans réagir. De même, nous devons apprendre à identifier les mauvaises herbes, mentales et émotionnelles, et à les arracher avant qu'elles ne prennent racine. Cela implique des choix conscients. Gestion de l'information. Limitez votre exposition aux actualités anxiogènes. Informez-vous de manière ciblée, sans vous laisser submerger. Lisez des analyses de fond plutôt que des titres sensationnalistes. Établissez des limites claires quant à votre utilisation des réseaux sociaux. Désabonnez-vous des comptes qui vous irritent ou vous rendent envieux. Réservez-vous des plages de déconnexion. Choix de l'entourage. Éloignez-vous des personnes qui vous rabaissent ou vous entraînent dans leur négativité. Entourez-vous de ceux qui vous inspirent, vous soutiennent et vous poussent à vous améliorer. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais de la sagesse. Sénèque nous disait de choisir des amis qui nous rendent meilleurs, car l'influence de la compagnie est immense. Protection de l'attention. L'attention est la monnaie du XXIe siècle. Chaque fois que nous nous laissons distraire par des notifications, des pensées parasites ou des tâches non prioritaires, nous perdons de l'énergie. La discipline stoïcienne nous aide à recentrer notre esprit sur la tâche présente, sur ce qui est sous notre contrôle et ce qui a de la valeur. Protéger son énergie, c'est aussi savoir dire non. Non aux demandes qui ne sont pas alignées avec nos valeurs. Non aux engagements qui dépassent nos limites. Non aux batailles qui ne sont pas les nôtres. C'est une forme de tempérance, de modération, non seulement dans nos désirs, mais aussi dans nos interactions avec le monde. En cultivant cette discipline, nous créons un espace intérieur de calme et de force. Nous ne sommes plus des roseaux ballottés par le vent des opinions et des événements, mais des chênes enracinés, capables de puiser dans leurs propres ressources. Cette protection de l'énergie n'est pas un repli sur soi, mais une condition nécessaire pour pouvoir ensuite interagir avec le monde de manière plus intentionnelle, plus généreuse et plus efficace, sans nous épuiser au passage. C'est un acte d'amour de soi, non pas au sens narcissique, mais au sens d'une estime de soi qui nourrit la force intérieure et la capacité à contribuer positivement. Courir sa propre course. Rejeter la comparaison toxique. Dès notre plus jeune âge, on nous pousse à la comparaison. À l'école, les notes, le classement, au travail, les promotions, les salaires, dans la vie personnelle, le partenaire idéal, la maison parfaite, les voyages exotiques. Le monde hurle des standards de réussite, de bonheur, de beauté, et nous sommes constamment bombardés d'images et de récits qui nous incitent à nous mesurer aux autres. Cette comparaison toxique est une source intarissable d'insatisfaction, d'envie et d'anxiété, nous éloignant inéluctablement de la paix intérieure et de l'authenticité. Le stoïcisme nous offre une perspective libératrice. Chacun de nous a sa propre course à courir, sa propre nature à développer, son propre chemin à tracer. L'idée que nous devrions être comme quelqu'un d'autre est une illusion pernicieuse, car nous ne connaissons jamais la totalité de l'expérience d'autrui, ni les sacrifices, les luttes invisibles, les circonstances qui ont jalonné leur parcours. De plus, nous sommes tous uniques, avec nos forces, nos faiblesses, nos aspirations et nos défis propres. Se comparer, c'est comme demander à un poisson de grimper à un arbre en le comparant à un singe. C'est voué à l'échec et à la misère. Épictète était clair. L'homme qui désire que les autres ne se mêlent pas de ses affaires
ne doit pas lui-même se mêler des leurs. Cela s'applique aussi à l'autocomparaison. En nous obsédant par la vie des autres, nous nous mêlons à leurs affaires, et par extension, nous négligeons les nôtres. Nous perdons de vue nos propres progrès, nos propres victoires, aussi modestes soient-elles. Et nous nous focalisons sur ce que nous n'avons pas, ou ce que nous ne sommes pas, selon des critères extérieurs. Courir sa propre course signifie d'abord définir ses propres critères de succès et de bonheur, en accord avec ses valeurs profondes. Qu'est-ce qui est important pour vous? La stabilité financière, la liberté créative, des relations profondes, la contribution à une cause, la maîtrise d'une compétence. Une fois ces valeurs clarifiées, un exercice stoïcien fondamental, chaque action peut être évaluée à l'aune de leur alignement, et non par rapport aux réalisations d'un voisin, d'un collègue ou d'une célébrité. Ensuite, cela implique de se concentrer sur son propre chemin, sur ses propres efforts, sur ses propres progrès. C'est la mentalité du 1% dont nous avons parlé, l'amélioration continue, progressive, basée sur vos capacités et votre contexte. Votre seul véritable point de comparaison devrait être vous-même, hier. Êtes-vous un peu meilleur, un peu plus sage, un peu plus courageux qu'auparavant? C'est le seul baromètre qui compte pour votre développement personnel. Le rejet de la comparaison toxique est un acte de courage stoïcien. C'est refuser de se laisser piéger par les illusions de la société de consommation et de l'ère numérique qui prospère sur notre sentiment d'insuffisance. C'est choisir l'autonomie, l'authenticité et la paix d'esprit. En vous concentrant sur votre propre jardin intérieur, en le cultivant avec soin, vous découvrirez une richesse et une satisfaction que la course effrénée à la comparaison ne pourra jamais vous offrir. C'est la liberté de définir votre propre valeur, de célébrer vos propres victoires et de cheminer à votre propre rythme. Sans le fardeau des attentes extérieures, c'est une invitation à trouver la joie dans votre singularité, à honorer votre unicité et à construire une vie qui vous ressemble vraiment. Brisez le perfectionnisme pour avancer progressivement. Le perfectionnisme, bien que souvent perçu comme une qualité, est en réalité un déguisement subtil de la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de ne pas être assez bon. Il paralyse l'action, retarde les décisions et nous maintient dans un état d'inaction stérile, sous prétexte d'atteindre une perfection illusoire. Les stoïciens, pragmatiques et orientés vers l'action vertueuse, nous invitent à briser ce carcan pour embrasser le mouvement, l'expérimentation et le progrès continu. Le perfectionnisme se manifeste de multiples façons dans notre vie moderne. C'est cette page blanche devant laquelle nous restons des heures, incapables d'écrire le premier mot par crainte qu'il ne soit pas parfait. C'est ce projet professionnel qui ne se lance jamais, car il manque encore quelque chose. C'est cette volonté d'attendre le bon moment qui ne vient jamais, car nous craignons que les conditions ne soient pas idéales. Cette quête de l'excellence absolue, avant même d'avoir commencé, est en réalité un frein puissant à notre développement et à notre capacité à agir. Le stoïcisme nous enseigne la distinction fondamentale entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Le résultat final, parfait et sans défaut, est souvent hors de notre contrôle total, car il dépend de multiples facteurs externes. Ce qui est en notre pouvoir, c'est notre effort, notre intention, notre diligence. En nous concentrant sur ces éléments, nous nous libérons de la tyrannie du résultat parfait et nous nous permettons d'agir. Rompre avec le perfectionnisme ne signifie pas sombrer dans la négligence ou la médiocrité. Au contraire, c'est adopter une approche plus sage et plus efficace de l'action. C'est comprendre que la perfection est un idéal vers lequel on tend, mais qu'elle n'est jamais un point de départ. Marc Aurèle exhortait à l'action immédiate. Ne te laisse pas vaincre par la tâche, mais achève-la. Cela signifie avancer, même si le résultat n'est pas ce que vous aviez initialement imaginé comme idéal. Voici comment briser ce cycle.
Acceptez l'imperfection du premier jet. Donnez-vous la permission de produire une première version qui n'est pas parfaite. L'objectif initial est de faire, non de faire parfaitement. C'est dans le processus d'itération que l'amélioration se produit. Fixez des délais et des objectifs réalistes. Plutôt que de viser un accomplissement monumental, divisez vos projets en petites étapes gérables. La mentalité du 1% est votre allié ici. Chaque petite action accomplie est une victoire. Se concentrer sur l'effort, pas sur le résultat. Rappelez-vous que ce qui est sous votre contrôle, c'est l'effort que vous mettez. Si vous avez fait de votre mieux avec les ressources et les connaissances du moment, vous avez agi vertueusement, quelle que soit l'issue. Voir les erreurs comme des opportunités d'apprentissage, comme nous l'avons vu avec la persévérance. Chaque imperfection, chaque erreur, est une occasion de raffiner votre approche, d'ajuster votre tir. Elles sont des données précieuses, pas des marques d'échec personnelles. Adoptez la devise « fait est mieux que parfait ». Parfois, l'action imparfaite est infiniment plus utile que l'inaction perfectionniste. Le monde n'attend pas que vous soyez parfait. Il a besoin de votre contribution, même si elle n'est pas entièrement polie. En brisant les chaînes du perfectionnisme, vous vous accordez la liberté d'expérimenter, d'apprendre et de progresser. Vous passez d'un état d'attente anxieuse à un état de mouvement productif. C'est une libération de l'esprit qui vous permet de transformer vos intentions en actions concrètes, de réaliser vos projets et de vous développer sans la charge écrasante de l'idéal inaccessible. C'est le courage de s'engager sur le terrain, d'agir avec discernement et de laisser la vie, avec ses imperfections, être votre plus grand professeur. Vivre selon ses valeurs authentiques, loin des attentes sociales. Nous arrivons au cœur de cette révolution silencieuse. Vivre selon ses valeurs authentiques, en se libérant du poids écrasant des attentes sociales. Nous avons parcouru le chemin de la validation extérieure, de la maîtrise du micro-souffle, de la discipline mentale, de l'impact des petites actions, de la persévérance face aux échecs, de la protection de notre énergie et du rejet de la comparaison toxique, ainsi que du piège du perfectionnisme. Tous ces fils convergent vers un même point, la construction d'une vie qui nous ressemble, une vie en totale cohérence avec ce que la société, avec ses conventions, ses normes et ses promesses de bonheur formatées, est souvent cette caverne des illusions platoniciennes. Nous y sommes enchaînés, observant des ombres projetées sur un mur et les prenant pour la réalité. Ces ombres sont les définitions préfabriquées du succès, argent, statut, possession, de la beauté, standardisée et souvent irréelle, ou même du bonheur, un état permanent d'euphorie sans accroc. Le stoïcisme nous exhorte à briser ces chaînes, à nous retourner, à sortir de la caverne, pour contempler la lumière de la vérité, celle de nos propres valeurs. Qu'est-ce que vivre selon ces valeurs authentiques? C'est d'abord un processus d'introspection profond. Quelles sont les vertus qui résonnent le plus en vous? L'honnêteté, la compassion, la diligence, la simplicité, la justice, la créativité, la curiosité, l'indépendance. Identifier ces piliers est le premier pas. Ils ne sont pas imposés de l'extérieur. Ils émanent de votre essence la plus profonde. Une fois clarifiés, ils deviennent votre boussole infaillible, le critère ultime pour toutes vos décisions. Cela signifie qu'au lieu de demander « Qu'est-ce que les autres attendent de moi ?», vous vous demanderez « Qu'est-ce qui est juste et bon selon mes propres principes ?» Un emploi bien rémunéré, mais dénué de sens, peut satisfaire les attentes sociales, mais s'il est en désaccord avec votre valeur de contribution ou de créativité, il sera source d'un malaise profond. Une relation superficielle mais socialement approuvée peut masquer une solitude intérieure, si votre valeur est l'authenticité et la connexion profonde. Le courage stoïcien est indispensable ici. Il faut du courage pour être soi-même dans un monde qui pousse à la conformité. Il faut du courage
pour dire non à des opportunités alléchantes mais non alignées. Il faut du courage pour persévérer sur un chemin moins fréquenté, même quand les doutes et les critiques extérieures s'accumulent. C'est le courage de l'intégrité, de la cohérence entre ce que vous croyez, ce que vous dites et ce que vous faites. Lorsque vous vivez en accord avec vos valeurs, vous expérimentez une forme de paix intérieure que rien d'extérieur ne peut ébranler. C'est la ataraxia, la tranquillité d'âme des stoïciens. Vous n'êtes plus une marionnette de l'opinion publique ou des caprices du destin, mais un individu autonome, maître de son jugement et de ses intentions. Le succès n'est plus mesuré par des indicateurs externes, mais par la fidélité à soi-même. Le bonheur n'est plus une quête effrénée de plaisirs éphémères, mais une satisfaction profonde qui découle d'une vie vécue avec sens et authenticité. Cette renaissance stoïcienne n'est pas un repli, mais une manière plus puissante d'interagir avec le monde. En connaissant vos valeurs et en les incarnant, vous devenez un phare pour les autres, non par prosélytisme, mais par l'exemple. Vous contribuez à élever la conversation, à inspirer une manière de vivre plus réfléchie et plus humaine. C'est la véritable puissance, celle qui ne vient pas du regard des autres, mais de l'absolu engagement envers toi-même, envers ton propre potentiel vertueux. C'est le voyage le plus intime et le plus gratifiant que tu puisses entreprendre. Ce voyage intérieur, cette transformation que nous avons explorée ensemble, n'est pas une destination, mais un chemin continu. Il commence par un choix, celui d'investir en soi, non pas par égoïsme, mais par lucidité. La véritable puissance ne réside pas dans la domination du monde extérieur, mais dans la maîtrise de ce qui est en notre pouvoir, nos jugements, nos réactions, nos intentions. Sénèque nous l'a rappelé, c'est dans le cœur de l'homme que réside le véritable empire. Alors, je vous pose cette question, non pas pour une réponse facile, mais pour une profonde réflexion. Quelles sont les attentes sociales dont vous vous libérerez aujourd'hui pour faire un pas de plus vers votre propre vérité, vers la vie authentique que vous êtes appelé à vivre? Prenez un instant pour y réfléchir. Votre chemin est unique. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté et de l'inspiration, n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous pour partager votre réflexion ou vos propres pratiques stoïciennes. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de la sagesse ancienne adaptée au monde moderne et activez la cloche. Ensemble, cultivons cette force intérieure.